Bienvenue à notre nouvel épisode des podcasts sur le CAP. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la mobilité. Je suis Claudio et je suis Lorenz. Et nos invités aujourd'hui sont Anthony Pat et Niels Jungblut. Vous avez la parole. Je suis Niels Jungblut. Je suis directeur et propriétaire de ESOS Services GmbH à Schaffhouse. Nous sommes un bureau de conseil sur l'impact écologique des produits et des services sur tout leur cycle de vie. Nous faisons aussi des comparaisons des modes de transport ou de la consommation dans son entier. Nous avons contribué au développement de la calculatrice des modes de vie du WWF, ce qui inclut le transport, l'alimentation et d'autres manières d'autres formes de consommation. Moi, je suis Anthony Pat, je suis professeur dans le domaine de la protection du climat et de l'adaptation à l'EPFZ. Je dirige un groupe de 15 scientifiques. Nous nous attaquons deux questions principales. Quelle technologie et changement de comportement faut-il pour arriver à une société neutre en termes de CO2 et neutre en termes climatiques? Et puis, quelles mesures politiques sont les plus efficaces pour réaliser ces changements le plus rapidement possible? Merci beaucoup pour la présentation. Tout d'abord, une question générique. Vous pouvez essayer de répondre en quelques mots seulement. Quel est selon vous le plus grand problème concernant notre mobilité actuelle? La mobilité comprend plusieurs domaines. Dans la mobilité privée, c'est surtout la voiture qui est dommageable. Le transport aérien est particulièrement problématique aussi parce qu'il génère des impacts importants dans très peu de temps, dans 2 ou 3 heures, on peut émettre énormément. Puis il y a la mobilité des affaires et le transport des marchandises. Les problèmes sont parfois différents dans ces secteurs. On parle du commerce mondial, on parle de marchandises qui sont transportées d'un lieu à un autre pour les différentes étapes de la fabrication. Donc voilà, ce sont des différents sujets de la mobilité. Je trouve qu'il faut poser d'abord la question, parlons du climat avant tout ou d'autres aspects. Alors en ce qui concerne le climat, il y a avant tout un problème. C'est que nous utilisons l'énergie fossile pour notre mobilité. Et si nous pouvions changer une chose, ce serait de changer la source d'énergie, de passer aux énergies renouvelables. Et ça résoudrait tous les problèmes en ce qui concerne le climat. Mais ça n'est pas notre seul objectif. Je crois qu'il y a d'autres problèmes en ce qui concerne notre mobilité actuelle. Par exemple, que nous utilisons beaucoup de voitures dans nos villes et ça a un impact négatif sur la qualité de notre vie. Donc je trouve que ce serait bien, pour bien d'autres raisons, de prendre la voiture au moins souvent, prendre l'avion moins souvent. Mais pour le climat, le plus grand problème au moins, c'est que nous utilisons des sources d'énergie fossiles. J'aimerais bien ajouter quelque chose à cela. Ce n'est pas juste une question des émissions, même dans, même si on prend les voitures électriques, il y a tout le processus de production, par exemple des batteries, et ça a un impact environnemental et climatique. Donc ce n'est pas assez de regarder ce qui sort du tuyau d'échappement. Il faut réduire pour cette raison le kilométrage et l'attente
En ce qui concerne le confort, le nombre de places, la taille des voitures, donc Tesla n'a pas la seule solution, c'est pas 100% la solution. Non, nos modes de transport devoir être mieux adaptés à nos besoins de transport. Donc il ne faut pas utiliser des véhicules qui sont plus grands que nécessaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas juste une question des gaz d'échappement, mais quand je pense à l'électromobilité, aux voitures électriques, il faut se poser la question quelles énergies faut-il pour la construction des véhicules et pour le maintien des routes. Si la construction des voitures ne faisait pas recours aux énergies fossiles, seulement aux énergies renouvelables, et si les voitures roulaient toutes à énergie électrique, ça résoudrait les problèmes climatiques. Et si nous utilisions des plus petites voitures, nous aurions besoin de moins d'énergie au total, et ça réduit l'impact, l'empreinte écologique de notre transport. Donc si nous avons besoin de moins d'énergie, par exemple pour les voitures, nous avons besoin de moins d'énergie solaire et donc moins de terrain aussi. Venons aux mesures, nous voulons parler concrètement des mesures. Dans le CAP, mesure 1.1 propose un moratoire sur la construction de nouvelles infrastructures jusqu'à 2030. Quelles seraient les conséquences concrètes pour le secteur de la mobilité? C'est difficile à dire. Dans notre plan pour le secteur de la mobilité, nous voyons qu'il y a beaucoup de nouvelles infrastructures prévues. Donc, une grande partie de la solution, c'est en fait de développer une autre infrastructure. Si nous voulions que plus de gens prennent les transports publics, il faudrait plus de transports publics. Si nous passions à la mobilité électrique, il faudrait plus de capacités, de nouvelles capacités pour l'électricité, pour transporter l'électricité aux stations de chargement. Mais ces nouvelles infrastructures font partie des exceptions dans le CAP. Donc c'est permis, c'est possible. En ce qui concerne la construction des routes, c'est difficile à dire ce qu'il faut faire au cours des prochains 9 ans. Mais il faut en tout cas que plus de gens prennent leur vélo ou vont à pied. Je ne connais pas les mesures en détail, mais ce que je peux dire, c'est que si on augmente les capacités de transport, il y a plus de demandes. Donc si on construit une route, il y aura plus de voitures. Ou si on ajoute des rues, des voies sur une ligne ferroviaire, il y aura plus de trains. Ou si les trains sont plus rapides, il y aura beaucoup plus de gens qui vont prendre le train sur cette ligne. Donc il faut en général éviter ça, mais il faudra certainement améliorer, développer certaines parties de l'infrastructure. Donc nous avons voté à Schaffhouse par exemple pour développer l'infrastructure pour les bus électriques.
2030, c'est pas un délai, c'est pas une perspective très long terme ce n'est pas suffisamment long pour des tunnels par exemple comme le Gothard. Et il faudrait plus de temps en fait pour sortir des contrats existants, mais je ne les connais pas en détail. Tu dis qu'il faut changer la répartition des modes de transport. Dans la mesure 3, nous proposons une hiérarchie, donc les déplacements à pied, puis vélo, puis transport public, transport hum, ferroviaire, puis routier, puis avion. Qu'est-ce que ça changerait selon vous? Quelles seraient les conséquences de prioriser la mobilité douce comme ça? Je crois qu'en Suisse on le fait déjà assez bien. Si on compare la Suisse avec d'autres pays, nous voyons que nous utilisons beaucoup plus de transport public et moins de voitures ici. Les déplacements à pied ou à vélo sont assez nombreux par rapport à d'autres pays, avec certaines exceptions comme le Danemark ou les Pays-Bas par exemple. Et les raisons pour cela ne sont pas nécessairement la protection du climat, mais c'est en fait l'urbanisme dans notre pays qui entraîne qu'on fait comme ça. Donc, si j'habite par exemple dans un village, c'est souvent possible que les enfants puissent aller à l'école à pied, et c'est pas partout comme ça. Donc, je crois qu'il faut avancer encore plus sur le chemin que nous suivons déjà. Donc, il faut rendre la Suisse un peu plus suisse qu'elle ne l'est actuellement. Je trouve que c'est difficile aussi. Je traiterai les déplacements et à vélo à, à pied d'égalité. Donc, je crois que pour un petit enfant, la sécurité est très importante. Il ne faut pas forcément construire plus de trottoirs, mais il faut rendre les déplacements à pied ou à vélo plus attractifs et plus sûrs. Donc, il faut rendre les déplacements à vélo sur les routes plus sûrs quand les vélos circulent ensemble avec les voitures. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser à très court terme. Je trouve qu'il faut plutôt rendre les déplacements en voiture ou en avion moins attractifs, et je crois que ça nous mènerait à des résultats beaucoup plus concrets que d'investir énormément d'argent dans les déplacements à pied. La mesure 2.2 concerne une réattribution de l'infrastructure pour familiariser la mobilité douce, les transports publics et le partage des voitures. Et c'est censé réduire les émissions. Vous trouvez que c'est faisable, que les gens vont prendre leur voiture au moins et aller plus souvent à pied avec ces mesures, ou est-ce que vous trouvez qu'il faut il faut plus d'incitatifs, pas seulement changer l'infrastructure? Alors, à mon avis, les incitatifs ne sont pas suffisants. Il faut des interdictions. Il faut des interdictions des carburants fossiles. Il faut rendre la vie plus difficile pour ceux qui circulent la voiture. Bon, à l'instant, c'est très confortable et ça doit ne plus être confortable. Alors, je crois qu'il faut les deux.
Je crois qu'il faut rendre les alternatives possibles, mais ce qui est nuisible pour le climat doit être rendu plus difficile. Moi personnellement, j'habite dans un village, j'ai une voiture. Euh, Je vais souvent à un Winterthur par exemple pour aller courir, mais je me déplace souvent à un vélo et certaines routes, la moitié des routes sont très attractives pour les vélos et la moitié le sont moins. Alors presque 100% des voitures roulent à essence ou à diesel à l'instant, donc la qualité de l'air n'est pas bonne. Et s'il y avait plus de pistes cyclables, tout le déplacement, 100%, pas 50% de la route, serait attractif. Et donc, je crois que ça aurait un impact. Comme ça, beaucoup plus de gens se déplaceraient à vélo ou à pied. Dans mon village, nous avons un sentier dans le village qui traverse le village. Et il y avait des propositions de permettre aux motos de circuler sur ce sentier et ça a été bloqué et c'est bien parce que c'est beau d'avoir un sentier qui est réservé aux piétons. À mesure 3, 2,5 à 4 pardon, et sur les villes libres de voitures à partir de 2025, c'est pas possible de mettre ça en œuvre tout de suite, mais quels seraient les premiers pas? Quelles mesures faut-il prendre pour réaliser ça à long terme? Alors, c'est quelque chose qui est présent en fait dans plusieurs villes en tant que sentiment, moi, en tant que direction. Il y a beaucoup de villes qui vont réduire la présence de la voiture. Dans les plus grandes villes en Suisse, il y a déjà une zone libre de voitures et pourrait l'élargir. Et ce serait certainement possible de l'élargir à toujours plus de quartiers. Oui, je trouve que l'idée est très bonne de, 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 de bannir la voiture des villes. Alors la question, est-ce que c'est politiquement faisable? Depuis 10 ans, depuis 20 ans, on parle à Schaffhouse ici des places de parking. Ce serait une un bon prochain un premier pas de fermer les places de parking souterrains parce qu'il y a déjà assez de place. Ce serait une mesure qu'on pourrait prendre pour rendre ça moins attractif de venir en ville en voiture. Ce sont des petits pas qu'on peut prendre. À Chavous, nous parlons aussi des, des dimanches libres de voiture, mais c'est pas facile à réaliser. Tu viens de mentionner les interdictions dans les mesures 2.6 et 2.7. Nous parlons des interdictions des carburants fossiles. Comment peut-on éviter que les grandes voitures électriques modernes deviennent des symboles de prestige? Il y a des interconnexions fortes avec les autres mesures, avec les interdictions par exemple. Donc par exemple, si nous passions à 100% à l'électromobilité, s'il n'y avait pas de réduction de la limite de vitesse ou de la taille des voitures, est-ce que ça rendrait le problème plus sérieux, plus grave? C'est à quel point c'est important les interconnexions? Je
ne vois pas autant d'interconnexions que ça. À mon avis, les mesures 2.6 et 2.7 sont les plus importantes pour le climat de ce paquet de mesures. Nous savons que nos émissions en Suisse dépendent de si nous utilisons des voitures à essence ou à diesel ou des voitures à moteur alternatif. On peut construire des voitures petites ou grandes. On peut construire des voitures électriques aussi rapidement que des voitures à carburant facile. Mais nous voulons vivre dans des villes sûres et des villes sûres pour les piétons et les cyclistes. Et si les voitures roulent moins rapidement, c'est plus sûr pour les piétons et les cyclistes. Et nous savons que nos rues seront également plus sûres si les voitures sont moins grandes. Les plus petites voitures font beaucoup moins de problèmes, de dégâts. Donc, il y a un lien, oui, entre ces problèmes, car j'aimerais bien vivre dans un monde où il n'y avait pas de statut de prestige. Ce serait chouette, ce serait super si les voitures n'étaient pas des symboles de prestige, mais si les voitures sont des symboles de prestige, c'est mieux que c'est une voiture électrique rapide qu'une voiture à diesel. Le diesel a 100 fois plus d'impact sur l'environnement. Alors, je dirais que ça appartient à l'humanité en fait qu'on crée des statuts de prestige. On voit ça aussi avec des VTT et des vélos électriques aussi. Maintenant, dans les quand on est à la montagne, on voit que même les jeunes qui ont 20 ans prennent des vélos tout-terrain qui, à l'origine, étaient conçus pour ceux qui avaient du mal à monter. Donc, je crois que c'est difficile à changer des choses en ce qui concerne les statuts de symboles. Les gens vont toujours vouloir avoir plus que les autres. Je ne crois pas que des solutions financières vont être suffisantes parce qu'il y a toujours des gens en Suisse, il y aura toujours des gens pour lesquels l'argent n'est pas vraiment un facteur qui a une influence sur leurs décisions. Donc il y aura toujours des gens qui auront les moyens d'acheter les carburants s'ils sont plus chers. Mais on pourrait par exemple créer des différentes voies sur les routes où par exemple les voitures plus grandes doivent circuler sur une autre voie. Ça aurait un plus grand impact peut-être. Venons à la mobilité électrique. C'est considéré une innovation. Vous pensez que des innovations techniques comme ça peuvent résoudre le problème du changement climatique? En ce qui concerne le transport aérien, est-ce que ça sera possible un jour de voler sans nuire à l'environnement, au climat? À mon avis, nous ne pouvons pas réduire le problème du climat sans ces solutions techniques. Les changements de comportement ne sont pas suffisants. Il faut aussi les mesures techniques. Il faut les véhicules électriques. En ce qui concerne les avions, nous avons besoin des carburants alternatifs qui sont neutres en termes de CO2. Avec les avions, c'est un peu plus difficile parce que
ce n'est pas que le CO2 qui est dangereux, il y a aussi d'autres gaz d'échappement. Notre mission, c'est de réduire les émissions et je crois que c'est possible avec les comportements, les changements de comportement, mais nous avons aussi un autre objectif d'éliminer complètement les gaz à effet de serre. Donc, je crois là que les changements, les nouvelles technologies sont essentielles. Mais il faut penser de manière holistique. Si les nouvelles technologies sont développées dans un système qui utilise les carburants fossiles, ça n'est pas très utile. En fin de compte, notre objectif, c'est la résilience, la suffisance et l'efficience, pardon, et la suffisance. Dans les dernières années, dans les derniers 20 ans en particulier, nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'efficience. Beaucoup de choses se sont améliorées. Mais la consommation a toujours rendu ces avancées nulles, en fait, en ce qui concerne l'impact. Nous sommes restés au moins niveau en Suisse. Nous avons atteint un niveau de vie matérielle beaucoup plus élevé. Mais avec ces mesures d'efficience, nous n'avons pas réduit notre impact climatique. Donc je crois qu'il faut la suffisance aussi, parce que sinon les avancées que nous réalisons avec l'efficience seront rendues nulles. Je crois que souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire suffisance. Ils pensent que ça veut dire renoncer à quelque chose. Est-ce que ça veut dire renoncer à quelque chose? En fait, ça veut dire être content d'une autre manière. Ne pas chercher la félicité dans les voyages courts et rapide, par exemple aller voir plusieurs villes dans une semaine. Il ne faut pas mesurer la félicité selon la quantité de marchandises qu'on consomme. Il faut trouver la félicité dans les voyages qui sont peut-être moins loin. Alors, il faut pas penser, il faut que ce soit forcément l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ma destination. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que la Suisse est aussi belle que la Nouvelle-Zélande. Nous devons apprendre ces choses, nous devons apprendre à trouver une autre félicité sans avoir toujours plus. C'est très intéressant. Venons à un autre sujet. Mesure 2.14. Pardon, pas point 9. Les frais pour l'utilisation des routes selon la distance parcourue. Si on habite dans une région rurale, souvent on a besoin d'une voiture. Comment peut-on mettre en œuvre une telle mesure de manière d'être sociale aussi? Moi, je suis responsable en fait de cette mesure et moi, j'habite dans une région rurale où il faut avoir une voiture en fait. La réalité, c'est le suivant. Nous n'allons plus acheter des voitures à diesel ou à essence et l'État va perdre
les revenus qui en découlent. Et nous avons besoin de ces revenus. Et nous ne voulons pas que les déplacements à voiture coûtent moins qu'à l'heure actuelle. Mais, premièrement, avec la mobilité électrique, ça va coûter moins. Ma voiture coûte moins. J'ai une voiture électrique. Et je ne paie pas de taxes pour l'utilisation de l'infrastructure routière. Et ce n'est pas juste, je devrais payer des taxes. Il y aura une période de transition où certaines personnes auront des voitures électriques et d'autres auront des voitures à moteur à combustion. Et dans cette période, il y aura 2 taxes effectivement sur les moteurs à combustion, disons, et alors sur le carburant pour eux et sur les routes. Mais quand nous éliminons ces voitures, nous devrons payer différemment. Et avec ce système nouveau de taxation, les personnes désavantagées ne devraient pas souffrir plus qu'actuellement. Donc ce serait à peu près le même principe qu'actuellement. Avec ce système de taxation, on pourrait envisager que les taxes dépendent des alternatives. Donc que circuler à voiture coûte plus en ville ou dans les agglomérations où il y a plus d'alternatives. Alors, et moins dans les régions rurales. Alors ça ne devrait pas dépendre exclusivement des types de voitures, non? Oui, ce serait une possibilité. Dans la mesure, il y a une mention d'une taxe écologique. Et en fait, l'impact écologique de la voiture est plus grand, plus important en ville. Parce qu'il y a plus de champs tout autour. Donc les conséquences de la pollution sonore sont plus importantes. Donc même si c'est une voiture électrique, les coûts écologiques sont plus élevés en ville que dans les régions rurales. Oui, donc ce serait une possibilité. Je ne suis pas un expert de politique, mais si on change les choses, il y a plus de résistance de la part de ceux qui vont perdre. Et ceux qui vont gagner ne vont pas entendre leur voix avec autant d'énergie. Nous allons réussir à avoir un impact sur la mobilité avec ces incitatifs si ça fait mal à certaines personnes. On ne pourra pas équilibrer tout en fait. Par exemple, si on est dans une région rurale, on a certains avantages. Par exemple, que l'air est plus propre, la qualité de vie. Mais il y aura d'autres désavantages. Par exemple, qu'il faut utiliser la voiture. Oui, on pourrait essayer d'équilibrer ça avec des dotations, avec des subsides quand on paie ses impôts. Et il faut faire attention à ça, mais il faut faire attention à ce que on ne crée pas des incitatifs faux. Par exemple, maintenant on a une ligne tellement rapide entre Berne et Zurich qu'il y a beaucoup de pendulaires et ça n'est pas une bonne chose. Les gens vont par exemple à Berne pour une réunion d'affaires ou c'est bien de pouvoir y aller pour une réunion ou pour rendre visite à quelque chose, mais ça n'a pas de sens d'être pendulaire. Et c'est la même chose avec la voiture. Il ne faut pas
aller 100 km tous les jours en voiture. Il faut avoir des incitatifs d'aller habiter plus près de son travail ou d'avoir un travail dans les régions rurales. Donc il faut faire attention à ça. Nous avons parlé des mesures politiques, mais la communication est aussi très importante. La mesure 2.14 donne un exemple. Là, nous exigeons d'arrêter la construction du troisième bassin portuaire à Bâle. Il y a eu un référendum et le peuple a accepté la construction du bassin portuaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux communiquer avec la population, pour que la population prenne des décisions plus écologiques? Alors, je ne suis pas un expert en ce qui concerne, le bassin portuaire à Bâle, mais je vois que plus de la moitié des marchandises transportées à travers ce port sont des combustibles fossiles. Une grande partie de notre de nos combustibles, de notre pétrole viennent à travers ce port, et nous n'allons pas utiliser le pétrole à l'avenir. Donc c'est une raison pour laquelle ça ne fait pas de sens. Donc pour beaucoup de gens, c'est inenvisageable qu'il n'y aura pas de voiture à combustible fossile dans 10 ans, qu'on ne va pas importer le pétrole, mais ça doit devenir une réalité, et nous allons déjà dans cette direction. Donc beaucoup d'infrastructures que nous construisons pour le pétrole ne sera plus utile à l'avenir. Par exemple, qu'on ne pourra plus chauffer au mazout. Et ça doit être communiqué très clairement au public pour que les gens voient que élargir le port de Bâle, c'est une solution aux problèmes d'hier et pas aux problèmes de demain. Alors, oui, alors il faut créer faire en sorte que la population ait un esprit innovateur, oui. Oui, en fait, on ne peut pas faire ça à court terme, on ne peut pas juste donner les gens certaines informations et puis ils vont changer de parti, ou en ce qui concerne leur votation. Mais nous devons aller dans une certaine direction. Nous allons vers la mobilité électrique. Nous allons vers un avenir sans pétrole, et nous avançons plus rapidement que l'on pense. Donc ce serait une perte d'argent d'élargir ce port si 50% sert au pétrole. Je trouve que c'est difficile à dire comment on peut faire en sorte que la population ait un esprit innovateur. Nous savons souvent ce qu'il faut faire, mais c'est assez difficile de communiquer. On voit les mêmes problèmes en ce qui concerne l'éolienne. Les référendums sont souvent très difficiles, sont un vrai défi. Les questions qu'on pose à la population sont très complexes, et pour le citoyen lambda, c'est difficile de comprendre tous les impacts.
Donc ça veut dire que c'est plus facile pour ceux qui viennent avec des arguments affectifs. Les arguments de l'économie sont très forts. Et on les entend dans presque chaque campagne de référendum. Et c'est très difficile pour les gens, même pour les experts, de voir quels seront les impacts sur l'économie. Et je le vois dans les campagnes de référendum sur les éoliennes. Si les gens peuvent participer directement à ces projets, ils voient plus clairement les avantages. Restons dans le domaine des transports de marchandises. Mesure 2.17 demande une limite des tonnes importées. Comment pourrait-on distribuer la affecter les différentes quantités permises. Donc la Suisse est petit et nous devons vivre avec la réalité que nous sommes liés au reste du monde et que la Suisse n'est pas autodépendante. Donc nous produisons seulement 50% des aliments que nous consommons. Donc nous ne pouvons pas dire que nous importons moins d'aliments parce que ça aurait comme conséquence que les gens auraient faim. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'importations et exportations qui passent par la Suisse, mais c'est surtout des marchandises destinées à la consommation personnelle et il faut penser à ce qui est vraiment essentiel ou pas. Mais en ce qui concerne les tonnes, c'est une question très politique. Je ne crois pas qu'on peut couper les importations alimentaires. Il faudrait peut-être importer moins de fourrage avec une réduction de la consommation de viande. Alors, en ce qui concerne les marchandises destinées à la consommation personnelle, la question qu'il faut se poser, c'est quelle consommation voulons-nous? Et je crois que c'est une question très personnelle. Je crois aussi que ce serait une mesure difficile à mettre en œuvre. Je comprends pourquoi nous avons cette mesure dans le CAP. Il y a évidemment une volonté de consommer moins. Et si nous consommons moins, ça veut dire que nous importons moins. Mais de se dire où il faut faire des réductions, c'est difficile. Merci beaucoup. Pour conclure, vous avez un appel pour nos auditeurs, nos auditrices? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de raisons pour être optimiste qu'il y a 2 ou 3 ans, surtout dans le secteur de la mobilité. Dans les dernières années, nous avons fait énormément de progrès. La crise du Covid nous a montré qu'il faut prendre l'avion beaucoup moins souvent. Dans les derniers 12 mois, je n'ai pas pris l'avion et c'est une exception complète pour moi. J'ai participé à des réunions qui auraient dû avoir lieu en Amérique du Sud et tout le monde a participé via Internet. Donc nous voyons, 2020 c'était l'année de la mobilité électrique aussi. C'est devenu un phénomène de masse. Donc c'est important de circuler moins en voiture, mais c'est aussi important que chaque voiture sur nos rues soit une voiture électrique. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Et puis, venons au secteur aérien. Nous avons vu des développements énormes dans les recherches sur les carburants neutres en CO2. Nous savons qu'il faut prendre l'avion beaucoup moins, mais pour la première fois, nous voyons que ce sera probablement une possibilité réelle de faire fonctionner les avions aux sources d'énergie renouvelables. Et donc, dans les dernières années, nous avons fait des grands pas en avant. Et donc, nous avons bon espoir que, peut-être pas en 2030, mais au moins en 2040, ce serait vraiment possible d'avoir un secteur de la mobilité neutre en termes de CO2. Et ça, c'est une chose nouvelle. Et nous pouvons avoir bon espoir. Je suis tout à fait d'accord. Les derniers 12 mois ont été un grand défi. En ce qui concerne l'avion, j'ai réduit ma mobilité personnelle aussi. Je ne prenais pas l'avion très souvent avant, mais en fait, ce n'était pas la mesure que j'ai ressenti le plus, que nous avons ressenti le plus. C'est peut-être la fermeture des restaurants qui n'a touché le plus. Donc, c'est vraiment une chance. C'est une chance qu'il faut prendre pour ne pas revenir au niveau d'avant. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dans le monde des affaires. L'acceptation du travail à domicile, par exemple. Et des solutions aussi, c'est une solution aussi pour ceux qui vivent à la campagne et qui viennent en ville tous les jours pour travailler. Donc, espérons à plus long terme que les gens vont abandonner dans une plus grande mesure leur voiture en faveur des transports publics. Donc, et en ce qui concerne la grève du climat, je ne peux pas finir cette conversation sans mentionner la grève du climat, mais pour vous, je vous félicite. La loi sur le CO2 est un pas dans la bonne direction. C'est un petit pas, mais c'est une grande avancée parce que ça va dans la bonne direction. Et pour moi, c'est vraiment dommage que certaines parties de la grève du climat ont voulu le bloquer. Et la politique, oui, ça avance lentement, mais les blocages ne nous utilisent pas, ne nous sont pas utiles. Donc, ce serait très utile si cette loi était acceptée avec une grande majorité. Et ce serait vraiment dommage si la loi était rejetée à une majorité de 51% pour ceux qui sont contre. Et puis après la loi sur la CO2, il faut aller plus loin. Donc ça, c'est mon appel de la part de la science. C'est évident qu'on ne fait pas assez, qu'on prend les mesures trop tard et les mesures ne sont pas suffisantes. Je crois que tous les politiciens savent qu'il faut une nouvelle loi dans les prochaines années pour atteindre nos objectifs. Mais sans la loi sur le CO2, ce serait encore plus difficile. Nous venons gentiment à la fin du podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Anthony Pat et Niels Jungblut et merci beaucoup aux auditeurs, auditrices. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à notre adresse email cap@clemstrike.ch ou si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous pouvez écrire un commentaire.
Nous serions heureux de vous revoir dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Merci.